Et je reprécise, pour ceux qui sont en train de nous appeler à l'instant même, j'ai dit il faut passer par message, pas par appel, parce que là déjà à peine j'ai parlé, déjà qu'on est en train d'appeler. Je vous parle bien sûr de messages WhatsApp 667 64 57. Monsieur, le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin, vous le savez tous, conflit entre les autorités administratives et les chefs traditionnels. C'est quoi l'origine du malaise? La décentralisation est sans doute l'un des processus les plus marquants de l'histoire contemporaine des États sahéliens constituant un projet de réforme politique. Son implication essentielle est de faire émerger auprès de l'État un autre type d'acteur public en charge du développement. Eh bien, les collectivités locales, engagées à l'origine dans un contexte de scepticisme généralisé sur fond de conditionnalité explicite ou implicite, eh bien, les bailleurs, il faut le dire comme ça il faut le préciser, des bailleurs de fonds. La décentralisation tend de plus en plus aujourd'hui à devenir une attente dans certains cas, même une revendication des populations sahéliennes. Les nombreuses expériences d'approche participative et de responsabilisation à la base développées au Sahel au cours des 2 dernières décennies ont sans doute, malgré leurs limites, préparé le terrain à la décentralisation, favorisant la gestion par les populations rurales et des ressources naturelles de leur terroir. Pourtant, l'engouement provoqué au départ par le lancement du processus de décentralisation, affirmé comme axe fondamental du développement dans la plupart des États sahéliens, semble aujourd'hui céder le pas au scepticisme et à la déception. Après bientôt une décennie d'expérience de mise en œuvre des différents processus nationaux de décentralisation, la décentralisation est donc sans aucun doute l'un des processus les plus marquants de l'histoire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Seulement, depuis un certain temps, c'est tout simplement la guerre entre les autorités administratives et surtout les chefs traditionnels. Et pour commencer d'ailleurs ce débat, commençons par cette vidéo qui est devenue virale d'ailleurs sur les réseaux sociaux de cette chef qui a déclaré haut et fort à l'autorité administrative qu'il ne passera pas par sa route pour un problème d'argent. Car pour bon nombre de chefs traditionnels aujourd'hui, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont impliqués parfois dans la vente des terres, ça il faut le dire, même le bradage de leurs ressources minières, surtout dans ces villages, dans ces contrées lointaines et parfois même dans les villes. Commençons par regarder cette vidéo avant d'entrer justement dans le débat ce matin. Enlève. Donnez-moi ça. Tout ça là, vous devez prendre parce que la loi reste la loi. Il faut noter ça, il faut noter ça. Il faut noter ça. Il faut noter ça. C'est ça, non? Dégagez-moi la route de Ngomna. Ce n'est pas votre route. Dégagez la route de l'État. Ce n'est pas la vôtre. Si vous avez des problèmes avec je ne sais pas trop qui, vous n'avez pas le droit de barrer la route de l'État. Allez dans leur chantier, vous connaissez les chantiers. Mais la route de Ngomna, vous n'avez pas de qualité. Sauf si vous me prouvez le contraire. Tu ignores là où leur chantier se trouve là-bas. Va au chantier, mais ne barre pas la route de Ngomna. Ne barre pas. Vous n'avez pas qualité maïsec. Et ça, je suis déçu de vous. Je suis déçu de vous. Vous barrez la route de la voie publique de l'État. Non. 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 C'est la voie publique qui est insusceptible d'appropriation privée. Ça fait mieux que bloquer le compte. Voilà. Écoutez, je vais vous dire la vérité, vous comprenez? Je vais vous dire la vérité. Votre argent a été viré, vous comprenez? Est-ce que vous savez que ça a été viré? Vous comprenez? Votre argent est viré, ils ont barré. Parce qu'ils sont allés bloquer le compte. Dans Skopaka, notre argent est viré dans Skopaka. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Enlevez notre argent dans Skopaka. Vous mettez dans JKK. Vous m'avez envoyé un courrier ce matin, n'est-ce pas? Disant que la récréation est terminée. Oui. Et quand je parle, vous parlez. Je dois parler. Moi qui suis votre supérieur. Tu n'es pas mon supérieur. Non? Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. Kimina. Donc, on fait un sous-préfet.
Monsieur le sous-préfet, mon chef de village. Quand on se plaint depuis là que les gens sont en train de nous voler l'argent, vous ne parlez pas. Tu entends? Ça ferme la barrière. C'est bien, tu entends? Allez dire au GIC. Alors, je vous dis quelque chose. Notre argent, l'argent de la forêt communautaire, l'argent de la forêt riveraine. Vous comprenez? Et ils ont violé. Votre argent est viré. Apportez-nous le vous comprenez? Votre argent est viré et ils ont bloqué. Quand le menteur. Notre argent est dans le compte du Je dis bien. Ce n'est pas dans le ils ont bloqué. C'est eux-mêmes qui ont bloqué. Quand le menteur, pas. Notre argent n'est pas dedans. Notre argent est dans le Scopaka. Madame, attendez. Allez dire à ces gens de venir nous donner notre argent. Personne ne passe ici. Merci à la réalisation pour cet élément. On a vu justement la chef traditionnelle et justement le sous-préfet. C'est du côté de Campo ce matin d'ailleurs depuis un bon bout de temps. La vidéo fait d'ailleurs pas mal de vues sur les réseaux sociaux. Je vais me tourner d'ailleurs vers le docteur Essomba Luison, lui qui est enseignant de droit et surtout juriste. Bon, on va commencer. Prenons d'ailleurs votre réaction après avoir vu ceci. Oui, on voit tout le choc entre étatisme et traditionnalisme, entre ce que j'appellerais l'autorité de l'État et l'autorité traditionnelle, ce que je venais de résumer en quelques mots. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui nous vivons une situation assez regrettable dans les relations entre autorités étatiques ou administratives et les chefs traditionnels. Vous savez, quand je me projette un peu en arrière, au niveau de la loi de 1933 qui parlait des chefs indigènes, on se rend compte que tout cela a évolué aujourd'hui avec le décret de 1977, du 15 juin 1977, qui vient structurer et organiser les chefferies traditionnelles au Cameroun. Vous savez, l'article 1er d'ailleurs de ce décret dispose très clairement que les chefferies sont des collectivités traditionnelles. Et à partir de là, vous savez que toutes ces chefferies aujourd'hui sont rangées non dans l'administration décentralisée, mais plutôt dans l'administration déconcentrée. D'où le principe justement de la hiérarchie qui structure les chefferies traditionnelles. Vous savez, c'est la plus petite unité administrative. D'où donc, et vous savez, quand on parle déjà de l'administration déconcentrée, on évoque le principe de la hiérarchie administrative. Ça veut donc dire que, en se référant aux dispositions légales et réglementaires, on saura bien évidemment que le chef traditionnel est une autorité qui est sous l'autorité étatique, c'est-à-dire que en tant qu'auxiliaire de l'administration, vous savez que quand je vais un peu dans l'histoire, les chefs traditionnels ont joué un rôle très important. À l'époque d'ailleurs, qui continue d'être consigné d'ailleurs dans le décret de 1977, les chefs traditionnels recouvrent les impôts. Et c'est la raison pour laquelle en 1961, le 4 avril 1961, feu président Amadou Ahidjo avait mis en place le tribunal criminel spécial, tout simplement parce que il y avait déjà des atteintes sur la fortune publique et que les chefs traditionnels recouvraient les impôts sans les reverser dans le trésor public. Vous voyez donc que cela a justifié la mise en place du tribunal criminel spécial qui n'est pas une nouveauté aujourd'hui. Parce que quand cela intervient en 2012, les gens estiment que c'est une nouveauté. Maintenant, on se rend compte que le décret de 77 précise cela, ces articles 19 à 20, c'est-à-dire que les chefs traditionnels accompagnent l'État dans l'encadrement des populations. Les chefs traditionnels bénéficient aujourd'hui avec le décret de 2013 d'une indemnité. Accompagne. Oui, accompagne l'État dans l'encadrement des populations. Il a reconnu la compétence justement de recouvrer les impôts. Vous savez que le décret de 2013 vient leur allouer une certaine indemnité. Les chefs de premier degré ont 200 000, de deuxième degré 100 000, de troisième degré 50 000. Oui. Et ils bénéficient même d'ailleurs d'une prime d'efficacité, c'est-à-dire que qui est approuvée par l'autorité hiérarchique. Et à partir de là, on leur alloue cette prime-là. Alors, le problème aujourd'hui, c'est simplement quoi, Stephen Goss? C'est simplement que l'administration est impliquée de manière prégnante dans le processus de désignation des chefs. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un enjeu important avec
aujourd'hui les chefs traditionnels qui bénéficient d'ailleurs de ces indemnités. Au-delà de cela, vous savez que dans le rôle aujourd'hui de la décentralisation, vous l'avez évoqué dans votre propos prélégomènal tout à l'heure, les chefs jouent un rôle capital au niveau de l'option régionale. Parce qu'on les a exclus au niveau de l'option communale, mais au niveau de l'option régionale, les chefs jouent un rôle capital parce qu'ils font partie du conseil régional, ceux-là qui sont destinés à choisir et à élire le président du conseil régional. Ils ont donc un rôle important et on se rend bien évidemment compte aujourd'hui que les autorités administratives qui gèrent les questions cheval se prêtent à un jeu qui n'est pas tout à fait normal parce que les chefs traditionnels se rendent compte que leurs ressources naturelles, leurs ressources locales sont exploitées abusivement sans avoir en retour une contrepartie qui permettrait justement à la chefferie de se développer. D'où le duel que vous voyez, c'est-à-dire qu'un duel, vous avez vu, la chef évoque la question d'argent, ainsi de suite, oui. Mais le problème important... Pour les communautaires d'ailleurs. Voilà, le problème important, capital, en fait, c'est simplement que les autorités aujourd'hui administratives continuent dans une logique jacobine. Peut-être d'aller dans une option girondine qui consiste quand même à négocier avec les autorités traditionnelles. On ne va pas l'oublier. Vous savez que, on le disait tout à l'heure en off, même le président de la République lui-même, pour conforter son pouvoir politique, a dû parcourir à l'époque les provinces, aujourd'hui les régions, pour conforter son pouvoir politique en consultant, en allant voir les chefs. D'ailleurs, lui-même, il a été élevé à la dignité de Nongi dans le sud. Alors, donc, Steve Ngos, sur le plan du droit, les chefferies traditionnelles donc, sont la plus petite unité administrative, d'où donc le principe de la hiérarchie qui peut donc amener aujourd'hui les sous-préfets à estimer qu'ils n'estiment pas, ils sont les autorités supérieures, enfin les chefs traditionnels, puisque je vous ai dit tout à l'heure, le principe de la hiérarchie voudrait que le chef traditionnel est directement pour supérieur hiérarchique le sous-préfet. Et cela va grandissant, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, ainsi de suite. Donc voilà un peu le sentiment que nous avons. Y a-t-il pas une loi justement au sein même justement de ces décrets qui avaient été pris que le chef traditionnel justement est le collaborateur de l'autorité administrative? Bien entendu. C'est-à-dire que c'est prévu, dans l'encadrement juridique est prévu. Le chef traditionnel est en réalité l'auxiliaire. Je vous ai indiqué les articles 19 à 20 du décret de 1977. C'est-à-dire que, et au-delà de cette option de collaborateur, ils sont perçus comme des auxiliaires de l'administration. C'est la raison pour laquelle la définition du chef a considérablement évolué. Parce que vous savez, au départ, on estimait que le chef est une autorité traditionnelle qui est garante de la tradition, qui a des caractères sacro-magicaux et spirituels. Oui. Mais aujourd'hui, les décrets, puisque le régime juridique qui entoure leur statut, a donc amené les chefs à penser à une autre définition un peu plus développée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que les chefs sont des agents déconcentrés, auxiliaires de l'administration, mais d'origine traditionnelle ou d'essence traditionnelle. C'est ce qui peut justifier aujourd'hui que tous ces combats que nous voyons partent déjà du statut, de la définition même du chef traditionnel, qui aujourd'hui est un agent, bien entendu, de l'État, mais d'essence traditionnelle. Et ça peut donc causer tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui, d'où cette polémique qui enfle sur les rapports désormais entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle. Justement, dans cette loi avant 1977, l'autorité traditionnelle existait avant l'État. Oui, bien entendu. On parlait des sociétés traditionnelles. Vous savez, quand on se projette dans l'histoire, on vous dit les Allemands signent le traité du 10 juin 1884 avec les chefs traditionnels sawa. Vous voyez, on n'avait pas précisé avec les autorités administratives camerounaises, mais on précise bien avec les chefs traditionnels sawa. Donc ça veut dire que les chefs traditionnels ont joué dès le départ, au niveau de la consolidation de notre unité et même de notre indépendance, ont joué un rôle capital justement dans l'affermissement de notre unité et le fait de déboucher vers une indépendance aujourd'hui des États africains. Président Wadakani, je vais me tourner vers vous. C'est une histoire d'ailleurs qui fait tache d'huile, il faut le dire, dans l'administration camerounaise. Aujourd'hui, on a l'impression que les autorités administratives sont toujours impliquées dans des affaires, il faut le dire, hein, parfois très louches. Tout à l'heure, le maître de la loi publique, le docteur Luson, a convoqué des figures qui m'ont fait trembler
du Girondin et du Jacobin. Bon. Alors, on sait comment ça s'est terminé, c'était pas la victoire des Jacobins. Alors que nous, ici, maintenant, en décentralisation, nous voulons justement nous départir de ce jacobinisme-là. J'espère que dans ton esprit, j'espère que tu n'es pas pour la victoire des Jacobins. Alors, c'était pour mettre un peu de l'humour dans ce que nous sommes en train de traiter ce matin. Non, je crois qu'il faut aborder la question en retournant dans les fondements. Ce n'est pas seulement une affaire de légalité convoquée de façon à l'état brut. Il faut respecter la loi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais qu'est-ce que la loi? En l'occurrence, là, ce sous-préfet-là, il fait honte au commandement. Il fait honte au commandement, ce sous-préfet. Parce que ce n'est pas à un sous-préfet, s'il a été bien formé, qu'on va apprendre la personnalité de cette loi, de la loi dont il est question ici. Oui. La personnalité de la loi renvoie au processus d'engendrement de la loi. Et pour le cas d'espèce, on va convoquer ici le contexte colonial de l'époque. Le contexte colonial, avant que cette loi ne soit consacrée en 1977, le contexte colonial, c'est un contexte de liquidation, n'est-ce pas, de structures traditionnelles. C'est un contexte de destruction de nos structures traditionnelles. Puisque vous avez convoqué ici l'antériorité de l'État traditionnel. Ce sont des États. Oui. On va faire des États, des royaumes. Donc l'antériorité de l'État traditionnel sur l'État moderne, dans nos contrées. Donc, cette antériorité est entrée dans un conflit violent avec le colon, qui, pour nous coloniser, devait d'abord nous liquider sur le plan culturel, devait nous liquider sur le plan historique. Donc, on peut donc dire sans se tromper, quand on a lu toute cette loi-là, et j'ai un peu le temps de le lire, vous voyez, j'ai un peu de notes, qu'on est là, cette loi, c'est la continuité de l'esprit colonial. Et ça a eu pour conséquence de parachever, Dieu merci, il y a encore des restes, de parachever la liquidation de nos traditions, de nos us et coutumes. Deuxièmement, ça c'est la raison fondamentale. Des raisons secondaires, c'est il faut aussi convoquer ici le fait que beaucoup d'autorités traditionnelles, prenant, comment on dit ça, interprétant à leur façon le rapport entre guillemets de force, n'est-ce pas, sont devenus des collaborateurs des colons. Et eux-mêmes se sont appropriés la dynamique de liquidation de nos traditions, qui font que, jusqu'à maintenant, là, alors nous parlons, c'est-à-dire en dehors de l'action des autorités administratives, oui, nous reviendrons, il faut se demander si la plupart de nos chefs continuent à incarner la tradition. Si ça peut expliquer ça, ce n'est pas seulement les autorités traditionnelles. On a un bonbon d'ailleurs, il va nous parler tout à l'heure. Ce n'est pas seulement l'autorité administrative qui est dans ce que vous êtes là, vous avez appelé là, ces comportements, n'est-ce pas, ces indécences, pour rester poli, mais beaucoup d'autorités, il faut se demander si les autorités traditionnelles aujourd'hui ont encore à l'esprit, n'est-ce pas, la sauvegarde même de l'essentiel de nos traditions. Ça, c'est pour poser le jalon. Mais pour ne pas divaguer, on va dire que je généralise, pour revenir sur la question, le problème est très simple. L'autorité administrative doit être en mesure d'arbitrer dans ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la loi. Parce qu'une loi, il y a la lettre de la loi, mais il y a l'esprit de la loi. Et lorsque vous avez un conflit qui s'oppose entre la lettre d'une loi, parce que quand il dit à l'autorité traditionnelle que je suis ton supérieur hiérarchique, il lui dit tu es mon collaborateur. C'est un langage de sourd. C'est un langage de sourd. Si vous restez au niveau formel, on dit que non, le type fait raison, il faut tuer le chef traditionnel là. Mais il vous dit que mais, notre argent est bloqué. Vous exploitez nos ressources, vous ne nous versez rien. Au-delà du fait que vous n'avez aucun respect pour ce que nous représentons en termes de continuité historique et traditionnelle, mais vous pillez nos ressources, vous ne nous versez rien. Et il y a un argent dans un compte qui se balade, on ne sait pas où, le gars réclame ça. Mais une autorité administrative qui est équilibrée, qui a de l'équilibre, elle doit appeler ce chef dans son bureau. Il ne parle pas comme ça en public, parce que cette autorité administrative, il est en train d'humilier l'État. Il fait comme si, voilà, l'État, il dit, je suis ton supérieur hiérarchique. Et c'est comme ça qu'ils se comportent pour la plupart. Et c'est ça qui est le problème. Ils ont une mentalité de commandement. C'est-à-dire qu'ils continuent à percevoir la population comme des indigènes. C'est-à-dire comme justement le gouverneur colonial faisait. C'est-à-dire, on le fouette, on le soumet au corps. C'est un indigène, donc c'est un sous-civilisé. Il faut que l'administration le civilise, à la suite du blanc. Il faut que l'administration le civilise, indigène. Mais vous parlez, il y a même des situations cocasses où vous avez une autorité administrative qui, lorsqu'il est rentré chez lui la nuit, mais est un sujet de son chef. C'est-à-dire qu'il appartient à une communauté dont il y a un chef.
Il fait comment? Il fait comment? Il y a des sous-préfets qui ont des chefs, justement. Bon, voilà, il fait comment? Il fait comment à ce moment-là? Donc, il y a là, manifestement, là, on est là dans une situation où on constate une fois de plus qu'il y a des autorités administratives qui ne sont pas à la page. Or, le Cameroun évolue, hein. Et pour ça, elles devraient ressembler à leur chef, le président. Alors, vous avez convoqué un truc ici tout à l'heure, que le président, quand il est allé, c'est de chutant. 1992. Il s'est déchaussé. Ben, il n'était plus président. Il était toujours président de la République. Ben, pourquoi? Et dans l'autorité traditionnelle, il respecte justement l'autorité traditionnelle. Ça n'a même pas un rapport avec le sultan en tant que tel individu. C'est un rapport au fait que, mais, le respect de la tradition. Oui. Le respect de la continuité historique, de la continuité civilisationnelle. Le président tient compte de ça. Vous croyez qu'il va passer un seul seconde à la tête du sultan qu'il est supérieur au président? On appelle ça l'art de gérer, l'art de manager. Et quand vous regardez que tout à l'heure, le maître de la loi, il vous a convoqué comment on est en train d'introduire les chefferies traditionnelles dans la gestion de nos régions. Mais pourquoi le président fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est parce que le président estime que elles ont un rôle à jouer, les autorités traditionnelles. Elles ont un rôle à jouer. Donc, moi je pense qu'on est devant une situation où on est devant un attardement, on est là devant, c'est-à-dire un attardement culturel de la part d'une autorité administrative qui convoque la loi à tout vent sans même comprendre l'esprit de la loi. Vous comprenez? Je ne dis pas de ne pas respecter la loi, ça ne viendra pas de moi. Il faut que la loi soit respectée. Mais je répète, une loi, c'est un esprit. Une loi, c'est une personnalité. Et une loi, les juges sont confrontés à cela. Pourquoi est-ce qu'on dit à un juge qu'il décide en dernier ressort sur la base de sa conscience? Pourquoi? Est-ce que la conscience du juge, c'est la loi? Non. C'est pas la loi, c'est que quand il a écouté, au-delà du test de la lettre, mais il fait appel à sa conscience, il fait appel à un ensemble de pouvoirs mentaux, de pouvoirs spirituels qui l'amènent à donner une décision qui satisfait tout le monde. Non seulement qui garantit la continuité de la loi, mais qui aussi établit la justice et l'équité. Puis je disais un mot que le docteur aime beaucoup, l'équité. Donc ici, moi je dis, dans le cas d'espèce, il ne faut pas qu'on généralise, dans le cas d'espèce, moi ce sous-préfet n'est pas défendable. Il n'avait pas à se comporter comme ça. Alors, généralement, c'est quoi? Généralement, il y a ces conflits prospèrent dans la société parce que, évidemment, vous l'avez bien dit, la plupart des autorités administratives, il y en a qui sont très bons, hein. Il y en a qui sont très bons, mais une bonne majorité, beaucoup brillent par l'affairisme. Beaucoup brillent par la tendance à transformer le poste en un moyen de s'enrichir. Beaucoup brillent par une interprétation de la loi dans le sens simplement de l'écrasement, de la domination, du pillage des ressources publiques en se couvrant de la loi. Cette loi-ci doit évoluer. Elle n'est plus l'actualité, elle doit évoluer. Parce que quand vous le dites, c'est terrible, il faut lire ça. Hein. C'est-à-dire, non seulement l'autorité administrative classifie les chefs, mais il les désigne. Hein. Oui, bien sûr, sur la forme, on dit selon la tradition, mais c'est lui en dernier ressort qui décide. D'abord, c'est sa signature sur le procès verbal qui prime. C'est lui qui désigne les chefs. Mais il y a même plus grave. Mais il crée des chefferies. Il n'a pas voulu peut-être insister là-dessus. Mais il a le pouvoir de créer les chefferies. Parce que la dérogation que lui donne l'article 31, qui permet au ministre d'organiser en zone, quartier, bloc, certaines agglomérations urbaines sur rapport des autorités administratives locales. Le ministre peut décider qu'une chefferie, qu'une zone constituant antérieurement une chefferie traditionnelle soit maintenue en tant que telle. Dans ce cas, la zone bénéficie de la réglementation applicable aux chefferies de son degré de classement. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Hein? Comment ça va interpréter? Mais il peut créer des chefferies. Voilà pourquoi vous voyez, il y a une inflation de chefferies administratives dans nos villes. Et on appelle tout le monde de majesté. Il y a des majestés partout. Finalement, on n'est même plus suffisant pour les appeler. On n'est plus suffisant. Il faut créer des Camerounais pour qu'on puisse attribuer, que chaque Camerounais puisse, n'est-ce pas, faire plaisir à quelqu'un qui est majesté. Il y a des majestés partout. Vous faites deux pas, majesté. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette loi-ci. À cause de l'autorité administrative. Et moi, je vous donne. Et ces gens-ci, dès qu'ils sont établis comme chefs administratifs, ils commencent à vendre les terrains. Les conflits, ils commencent à vendre les terrains. Et vous le trouvez, quelqu'un est chef par décret d'un sous-préfet, n'est-ce pas? Il est chef, et il est chef d'une zone, donc, je n'aime pas ces mots-là, mais on va dire, il est chef d'une zone dont il n'est pas originaire. Et du coup, son statut préfectoral, c'est-à-dire qu'il vient du préfet ou du sous-préfet, lui permet de me parler fort. Aux natifs? Non,
aux représentants de l'autorité traditionnelle native de ce coin-là. Mais vous savez, mais voilà l'origine de la guerre. Il y a des conflits terribles. Moi, je réponds directement à la question que vous avez posée. C'est pas normal, parce que cette loi-ci, il faut la faire évoluer. Il faut restaurer les chefs dans l'autorité. Bon sang. Il faut les rétablir dans l'autorité. Et il n'y a aucune compatibilité entre le rétablissement des chefs dans l'autorité historique et culturelle, et non seulement le respect de la loi, et les intérêts de l'État. D'ailleurs, nos États ont trop perdu en se réappropriant tous les arsenaux juridiques coloniaux, n'est-ce pas, après le départ des colons. Nous étions trop perdus. Alors, ils se sont jacobinisés sans s'enraciner. Aujourd'hui, le président, quand il essaie de décentraliser, c'est une chose. La décentralisation renvoie à une rétrocession des compétences qui étaient centralisées, oui, justement, à les collectivités de ce qui ne sera pas peut-être facile. Non, on est là pour ça, on va lutter pour ça. On dit qu'on se bat et on avance pour ça. Oui. Donc, s'il y a cette rétrocession-là, n'est-ce pas, des compétences qui étaient hier centralisées aux collectivités territoriales décentralisées, sur la base du constat fait par le président que l'État a échoué à développer. Et pas moi qui l'a dit, c'est le président qui l'a dit dans son discours en 2004. Donc, je ne suis pas un subversif quand je dis ça. Le président a dit, nous, l'État central, avons échoué à développer. Il faut décentraliser. Mais ça, c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec le fait de rétablir les chefs dans toute leur autorité. C'est-à-dire leur pouvoir culturel, leur pouvoir politique, leur pouvoir, quand il dit politique, je veux dire au niveau du village. Oui. Leur pouvoir politique, leur pouvoir, il a dit, sacré spirituel, leur pouvoir économique. Le drame, je terminerai par là. Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup de nos chefs ne revendiquent même plus ça. Je vois les chefs venir faire, quand un ministre arrive, de Yaoundé, pour ne pas dire un ministre, c'est les chefs qui font le garde de corps. Mais vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire, ils portent le sac du ministre. On va revenir dans un instant. Parce que le ministre va les dépanner. Autrement, il y a des chefs, c'est pas tous les chefs qui le font. J'en connais qui sont restés très dignes. Mais quand les chefs eux-mêmes vendent des terrains, dites-moi la tradition en Afrique qui permet à un chef de vendre des terrains. Aucune. Les chefs vendent des terrains. Aucune tradition. Bon, quand ils font ça alors, ils veulent qu'on les respecte sur la base de quoi? Quand un chef est un vendeur de terrain, on le voit au quartier, il marche, il dit... On les appelle même vendeurs de terrain. J'ai des terrains à vendre, venez acheter. C'est ça le rôle d'un chef. Toute la dignité de la chefferie est désacralisée quand on se comporte comme ça. Donc voilà le premier jet que je voulais mettre dans la fête. Docteur Yam, je vais me tourner vers vous avant de passer la parole au Bombok. Docteur Yam, vous l'avez suivi d'ailleurs avec le président Badakani. Finalement, c'est le colon qui est resté et qui demeure d'ailleurs dans l'État. Parce que l'État représente finalement le colon et à un moment donné, l'autorité traditionnelle est mise en arrière alors qu'il existait avant même l'État. Je vais vous répondre d'une manière qui ne sera pas agréable. Mais je vais vous répondre sur 3 points. Oui. Le premier point, c'est la Constitution. Le deuxième point, c'est la terre. Le troisième point, c'est la spécificité de ce qu'on appellera chefferie ou autorité traditionnelle. Vous avez écouté, mes 2 premiers prédécesseurs ont fait de l'ingénierie juridique. Je vais vous parler de l'architecture de l'État. C'était l'ingénierie, on va maintenant au niveau de l'architecture. Le Cameroun est le seul pays au monde dont ceux qui ont revendiqué l'indépendance n'ont pas géré le pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans la situation actuelle, parce qu'en fait, c'est une situation de continuité. Il faut comprendre que nos constitutions ne sont pas des constitutions qu'on pourrait appeler comme telles en relation avec les attentes, les idéaux, les rêves et les valeurs de nos peuples. En 1996, il y a eu certainement un petit sursaut, là on a parlé de régions, etc. Mais le professeur Joseph Oona et ses collègues ou ses successeurs, malheureusement, le texte qu'ils ont produit est tout simplement médiocre. Quand on dit une chose pareille, ça choque, et j'imagine que comme grand frère Isomba, pour qui les gens comme le professeur Oona sont des grands maîtres intouchables, ils sursautent. Non, il ne faut pas sursauter. Sa constitution, du point de vue, tout à l'heure on a parlé de jacobinisme, de girondisme, je sais pas trop quoi, etc. Quand on rattache cette constitution à ce genre de choses, au code Napoléon, à la common law, à toutes ces choses, c'est d'une technicité, c'est d'une valeur. Ça n'a rien à voir avec c'est d'une valeur exceptionnelle. Mais lorsque je commence à parler
de mes valeurs, moi, africain, moi, le petit Africain du Cameroun, là, c'est médiocre. C'est moins que la médiocrité. C'est même moins que la médiocrité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette constitution nous dénie l'initiative historique, nous dénie la personnalité historique et nous dénie la capacité politique. Ce n'est pas une constitution, ça. Vous ne pouvez pas avoir une constitution qui vous dénie l'initiative historique, la personnalité historique et la capacité politique. Sur la base d'un principe... La personnalité économique. La capacité politique regroupe un peu tout cela, c'est-à-dire l'organisation de la société. Sur la base d'un principe terrible que je vais énoncer tout à l'heure. C'est la constitution ici au Cameroun, si vous l'avez rédigée pour un gouverneur colonial, pour un gouverneur des colonies, c'est une constitution parfaite. C'est pour ça que je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec la qualité de ces hommes, c'est plutôt leur parcours eux-mêmes, historique, leur parcours en tant que professionnels du droit qui amène à cette constitution. Et si on avait un gouverneur des colonies, ça aurait été un texte parfait et on aurait pu appeler à faire évoluer une loi. Non, il ne s'agit pas au Cameroun aujourd'hui de faire évoluer une loi. Toutes ces lois sont mauvaises parce que la constitution est mauvaise. Et pourquoi je le dis? Mais parce que, je parle encore, moi je ne suis pas juriste, c'est lui le juriste. L'une des sources les plus importantes du droit, sinon la plus importante, c'est quoi? C'est les us et les coutumes. Claire. Et vous avez en matière de constitution, grosso modo, il y a 3 considérations, mais 2 sont les... Il y a une qui est fondamentale. Il y a une constitution matérielle et une constitution formelle. La constitution matérielle, c'est celle qui se fonde sur les us et coutumes, justement, et très souvent, vous n'avez même pas de texte écrit qu'on appelle constitution. C'est le cas de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas une constitution, un texte en Grande-Bretagne qui s'appelle constitution. Ils ont ce qu'on appelle la constitution matérielle. Et vous avez la constitution formelle, les gens qui écrivent de longs textes là, comme chez nous, qui sont plus théoriques et qui imaginent, on a imaginé l'État et ne se fondent justement pas nécessairement. Ça peut intégrer des éléments de juste coutume, mais c'est plus théorique que matériel. Alors, c'est le Cameroun s'est retrouvé dans cette situation-là. Et aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est que nous sommes sur un principe enseigné dans nos universités qui est très grave, à savoir que la coutume ne doit pas contredire la Constitution. Mais on vient de dire que la source du droit, c'est la coutume. C'est pas ça? C'est pas la source de la loi? C'est ce que la loi déclare d'ailleurs. Mais par quel miracle au Cameroun, le principe dit que la coutume ne doit pas contredire la Constitution, dont la source du droit, la source de la loi, n'est pas prise en considération. Et il y a quelque chose qu'on appelle la Constitution, qui, elle, n'a rien à voir avec cette coutume. Et cette coutume, qui est notre mode de vie, qui est notre initiative historique, qui est notre personnalité historique, qui est notre capacité politique, ne doit pas venir contredire quelque chose qui, donc, clairement, manifestement, qui est jacobin, n'est pas de chez nous. Cette chose-là qui n'est pas de chez nous, c'est elle qui dirige ce pays. C'est sur la base de cette chose que nous dirigeons ce pays. Donc, cette loi que vous demandez, dont vous demandez l'évolution, est basée sur quelque chose qui n'a rien à voir avec nos us et coutumes. Rien à voir avec la seule source légitime, fondamentale, essentielle du droit et de la loi. Voilà les problèmes de fond du Cameroun. Ça, c'est les problèmes de fond de notre pays. Et ça, les gens n'en parlent pas. On croit qu'on va changer le pays avec des lois qui nous dénient l'initiative historique, la personnalité historique, la capacité politique. Si une loi dit que vous n'avez pas la capacité d'organiser une société, comment elle peut vous aider à développer votre pays? Pas du tout. Donc, malheureusement, c'est ça les problèmes auxquels nous sommes confrontés du point de vue de la Constitution. Et lorsque j'ai dit cela, ce que je veux dire par là, c'est que la Constitution aurait dû se fonder sur nos us et coutumes, sur un travail de fond, de collecte et finalement de mise en forme de nos us et coutumes, et nous nous serions retrouvés là-dedans. Notre État, j'ai l'habitude de le dire sur votre plateau, est obsolète, non même pas, est anachronique et est complètement en déphasage avec le peuple qu'il est censé diriger. C'est dur de dire ça, mais c'est ça la vérité. Parce que quand vous cherchez dans nos lois où sont nos us et nos coutumes, vous ne trouvez rien. Vous avez la loi, c'est ça la source. Mais il faut savoir que la loi, c'est la synthèse des discussions et des débats qui ont lieu dans une société. Et c'est cette synthèse-là qui permet de définir le permis et le défendu, l'illicite et l'illicite. Dans le cas du Cameroun, nous avons pris du jacobinisme, qui est la synthèse des débats et des discussions qui ont eu lieu en France
Et nous sommes venus l'appliquer à des gens qui vivent ici dans les forêts de Douala et de Ngormapouve et de Ngelemenduka et là-bas dans les steppes de Mora. Nous prenons la common law, qui est la synthèse des débats et des discussions qui ont eu lieu en Grande-Bretagne et qui permettent aux Anglais d'organiser leur vie. Nous venons les appliquer ici aux gens qui vivent dans les forêts de Kumbamanfe et de Ngelemenduka et de Ngormapouve. Est-ce que vous avez l'impression que nous sommes sérieux là? Et ça, c'est la question de la Constitution. Si nous la réglons, si nous décidons de travailler, mais sur un État indépendant, gérer un État, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas le genre de type que j'ai vu là, qui ne comprend pas du tout le texte qui fait de lui le sous-préfet. Gérer un État, c'est du boulot. Quand vous voyez des gens qui doivent gérer l'État, ne pas avoir des cheveux blancs, vous comprenez très bien qu'ils ne gèrent pas l'État. Obama a fait, dès la deuxième année, toute sa tête était blanche. Or, elle était beaucoup plus noire que la mienne. Parce que gérer un État est compliqué, complexe. La deuxième chose, c'est ça qui nous ramène à la terre. Parce que les terroirs sont les sources, sont les lieux où nous pouvons capter nos us et nos coutumes. Les us et les coutumes ne tombent pas du ciel. C'est dans les terroirs que nous les trouvons, que nous pouvons les capter, que nous pouvons les étudier et que nous pouvons donc, après les avoir captés, utiliser pour faire une constitution. Mais la question fondamentale du terroir, c'est la terre. Et vous avez un État qui est arrivé il y a... Je vous rappelle que l'État du Cameroun n'a pas 100 ans. Nos us et nos coutumes, ce que j'appelle nos nations historiques, nos États historiques, ont des centaines de milliers d'années. Moi, je suis Bassa. Les Bassa, c'est 200 000 ans au moins. Alors, donc, quand vous avez un petit enfant qui ne sait même pas encore marcher, qui a moins de 100 ans et qui vient me dire comment on gère un pays, je commence quand même à me poser des questions. Donc, la question de la terre, je vous ai déjà dit sur votre plateau ici, que si nous voulons réformer l'État, réformons la question de la terre. On va revenir avec vous dans un instant. Laissez-moi juste, finir, parce que c'est deux questions essentielles après. Allez-y, rapidement. Donc, la question de la terre, je vous avais dit ici, si on demandait à toutes les entreprises installées dans nos terroirs, chaque fois que vous venez avec une exploitation forestière, 35% de votre entreprise appartient aux propriétaires de la terre. Oui. Madame le chef, ou la chef, je ne sais pas comment vous appelez. Les chefs, elle n'aurait pas eu besoin de se mettre en route. Parce que ça se serait géré au conseil d'administration. Directement là-bas. Elle aurait eu les moyens. On n'aurait pas cette route-là. On n'aurait pas cette boue. Parce que, clairement, Madame la chef veut que ses populations vivent mieux, que ses concitoyens vivent mieux. Et donc, les 35% des bénéfices des entreprises d'exploitation forestière qui gèrent ces terres-là auraient permis à cette dame de rendre son village meilleur. Il faut arriver à ça. Et c'est ça l'architecture de l'État, l'architecture juridique d'un État qu'il faut imaginer. Et troisième, dernier point, vous permettez de chuter par là, s'il vous plaît, c'est la spécificité, la diversité de ce qu'on appelle l'autorité traditionnelle chez nous. Alors, vous avez une loi qui vient vous dire qu'un chef de premier degré, son pouvoir ne doit pas dépasser 2 départements. Mais vous parlez de quoi là? Le sultan des Bamoun. Les Bamoun ne sont que dans un tel département? Si vous prenez tous les départements dans lesquels les sultans des Bamoun se retrouvent, ils sont dans combien de départements? Si vous prenez, et je vous parle là des gens qui, eux, ils ont un chef qui est une autorité suprême dans toute une zone. Vous avez des gens éparpillés partout et on vient limiter l'autorité de quelqu'un qu'on va appeler chef. Est-ce que les gens qu'on appelle chefs chez nous, est-ce que traditionnellement ils s'appellent des chefs? Ils ne s'appellent pas comme ça. Ces gens ne s'appellent pas chefs. D'abord, le mot chef, ça veut dire quoi dans votre langue? Alors, donc, les gens sont venus vous coller une histoire et ils disent que c'est vous. Ils vous disent le chef de premier degré, c'est ça. Deuxième degré, c'est ça. Troisième degré, c'est ça. Or, au fond, il faut qu'on revienne donc aux nations historiques dont nous connaissons très bien les limites. Lorsque vous revenez à ces nations historiques, vous voyez que chaque autorité traditionnelle a un territoire bien connu et délimité. Et vous avez des spécificités. On dit chef de premier degré, chef de premier degré. Moi qui suis Bassa, chef de premier degré veut dire quoi pour moi? Rien du tout. Pour une raison toute simple, c'est que la vraie autorité traditionnelle chez moi, mais c'est pas le chef est une création du colon allemand. Chez moi, on ne le connaît pas, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça n'a même pas ça n'y a même pas de mots pour dire ça. Vous allez voir la plupart des gens des tribus chez nous, on va dire king, ça vient de king, c'est anglais. Ça veut rien, ça veut dire que vous n'avez pas de mots pour désigner cette chose. Et quand vous n'avez pas de mots pour désigner une chose, ça veut dire qu'elle n'existe pas chez vous, dans votre mode de vie. Et donc, vous avez par exemple, dans le cas de certaines tribus, des gens qui n'ont pas cette organisation-là. Et l'État qui vient donc de France et d'Angleterre, des Jacobins, va décider que voici comment on va appeler les types qui vont nous aider
à dominer leurs propres frères. On va les appeler des chefs. Non. Ça veut dire, je conclus par cette phrase, il faut que les Camerounais sachent qu'ils n'ont pas d'État. Je le dis tout le temps et les gens me disent, mais nous n'avons pas d'État. Il faut revenir, faire un travail de fond, passer des nuits blanches pour imaginer une nouvelle constitution, une nouvelle organisation de notre société. Et là, vous n'aurez plus jamais ce genre de conflit. Merci beaucoup, Dr Yam, pour cette réaction. Je vais me tourner vers Mbombok. Nolandje, vous avez suivi justement les uns les autres. Pour certains, aujourd'hui, on a l'impression que vous qui étiez les gardiens de la tradition, les chefs traditionnels qui sont justement gardiens de la tradition. Pas nous qui étions, nous qui sommes. Vous qui êtes justement gardiens de la tradition, pour certains, aujourd'hui, rien ne marche plus. On ne garde plus la tradition puisque l'autorité administrative commande tout, arrache même à un moment donné tout. Voilà, monsieur Ngos, je vais commencer par dire que comme on fait son lit, on se couche. Le Cameroun est un état de 10 régions. On dit le Cameroun est un état. Qui est l'état? L'état, c'est vous et moi. L'état, c'est un ensemble de personnes. Mais pourquoi on peut confier la gestion d'un pays à un groupe de personnes? J'ai aimé la sortie du chef Sokodou il y a très peu dans une chaîne de la place qui définissait comment est-ce qu'on devient chef. Oui. On est chef de prime abord. C'est-à-dire du ventre de sa maman, on sait que tel enfant qui vient ici c'est un garçon, qui est un garçon autant pour moi, c'est un chef. Il en est de même pour le Mbambok. Tout comme il en est de même pour le président de la République. On ne devient pas président de la République, on le naît. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés parce que le colon a compris que pour que nous ne nous en sortions pas, il faut qu'il nous divise. Et pour nous diviser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des chefferies. Nous savons tous que les chefferies aujourd'hui sont les chefs. Aujourd'hui, on devient chef par décret ministériel. Ça veut dire que n'importe qui peut aller verser de l'argent au ministère, il devient chef. Les sous-préfets, ils le sont par décret présidentiel. Qui est au-dessus de qui? Je suis chef dans mon village, je suis né dans mon village. Je suis né dans mon village, je dis bien. Vous êtes sous-préfet, vous venez d'un autre village. Vous avez été formé pour être Vous avez été formé pour être sous-préfet. Oui. Vous êtes allé dans une école où on vous apprend, n'est-ce pas, comment il faut diriger le commandement. Mais vous arrivez dans un village parce que vous êtes friand d'argent, parce que vous êtes, comme on vous appelle, chef de terre. Vous n'allez pas commander les terres qui sont chez vous parce que vous avez peur de votre chef. Mais vous arrivez dans un autre village, vous vous imposez, vous commencez à brader les terrains, vous bradez les forêts comme vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. N'est-ce pas les chefs également qui donnent cette opportunité à J'en viens. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, comme on fait son lit, on se couche. Nos chefs, moi je ne les appelle pas chefs traditionnels. Chez nous, enfin, j'ai dit c'est les chefs de village. Il ne faut pas qu'on nous embrouille avec le mot chef traditionnel. Ils sont des chefs de village. Ou des rois. Ils sont des chefs de village. Oui. Ils ne sont pas des chefs traditionnels. Le Cameroun a des ministères. Comment se peut-il qu'un chef traditionnel dépende d'un autre ministère au lieu de dépendre du ministère de la Culture? Le commandement. Tout simplement parce qu'on cherche le commandement. Est-ce que ce n'est pas ambigu dans vos têtes? De qui se moque-t-on? Chacun de nous a un chef dans son village. Chacun de nous sait qui fait quoi. Même à l'ouest, le chef de village a derrière lui les gardiens de tradition. Je dis même à l'ouest. Et ce sont ces gardiens de tradition qui répondent des limites territoriales. Mais le blanc, ayant vu que c'était impossible pour lui de s'imposer face aux hommes de tradition, il a créé des chefferies. Monsieur Luison Domban a parlé tout à l'heure, de 1933 je crois, on parlait des chefs indigènes, qui étaient chefs indigènes à l'époque. C'est les noms qu'on donnait déjà par les Français. Pourquoi on les appelle indigènes? Qui est indigène? Qu'est-ce qu'un indigène? Un sous-homme. Hein? C'est un sous-homme. Un sous-homme.
Vous acceptez, comme vous appelle indigène, oui. Vous étant chef, comment ne voulez-vous pas que votre pouvoir soit fragilisé? Comment ne voulez-vous pas que quelqu'un qui vient de demain vienne vous commander chez vous? Moi, je dis, le comportement de sous-préfet, c'est un comportement très enfantin. Je remets même en cause son titre d'administration civile. C'est-à-dire, je le remets en cause. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'ENAM? J'ai devant moi des juristes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'ENAM? Est-ce comme ça qu'on leur apprend? Ils apprennent le commandement. Le commandement, quel genre de commandement? Venir intimider les gens dans les villages. C'est ça. Intimider les gens. Commander les indigènes. Soyons humains. Dieu merci, Madame la chef lui a dit, je suis votre collaborateur. Et elle a pleinement raison. Elle a dit, tu es mon collaborateur. Tu es mon collaborateur. Elle a pleinement raison. Elle n'est pas son patron. Il n'est pas son patron. Il n'est pas son patron, autant pour moi. Elle est là parce qu'il y a un décret ministériel qui fait d'elle chef de son village. Le sous-préfet est là pour, n'est-ce pas, représenter, il vient représenter l'État et encadrer les populations par l'entremise du chef. Parallélisme de forme. Donc ça veut dire qu'ils doivent travailler en collaboration. Ça s'appelle parallélisme de forme. Il n'a pas le dessus sur le chef du village. Même pas un peu. Et quand on entend ces interventions, on comprend qu'il est sali. Il a derrière lui des dossiers. Et pour, n'est-ce pas, vouloir se blanchir, dire attendez, je vais vous dire la vérité. N'est-ce pas ce qui se passe toujours souvent dans ces villages-là? C'est exactement ce qui se passe parce que aujourd'hui, que ce soit les exploitants forestiers, que ce soit tous ceux-là qui vont dans des villages faire des activités, au lieu de s'approcher des populations qui sont les propriétaires terriens, parce que la terre n'appartient même pas au chef. Au lieu de s'approcher des populations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord vers les chefs. Ils les amadouent. Le chef les amène chez le sous-préfet, à qui on verse de l'argent. Et voilà, ceux-là se sentent permis de tout faire dans les villages. Et lesquels villages, ils n'aident même pas. Voilà pourquoi la dame lui dit, demande à ce qu'on nous verse notre argent. C'est clair. Ça, on n'a même pas à réfléchir midi 14 h. Justement, restons avec ce sujet. Hein. Je reviens avec vous puisque vous êtes Bassa et que vous êtes justement Bambok. Le cas, il y a encore hier, hein, de la journée d'hier, jeudi, du maire de Masok, qui a pris l'initiative d'interdire justement à ces grumiers qui sont en train de couper le bois dans la Sanaga maritime. Malheureusement, il y a également une note qui est sortie hier du préfet de la Sanaga maritime, interdisant en tout cas l'ordre donné par le maire. Je vais revenir également pour poser cette question au docteur Essomba tout à l'heure. C'est quand même un autre paradoxe, puisque pour le maire de Masok, les grumiers qui passaient, d'ailleurs c'est les populations qui sont sorties, pour dire non à ces voitures qui gâtent d'ailleurs la route, parce qu'ils ne construisent pas la route, mais ils coupent le bois. Finalement, c'est le préfet qui vient dire qu'on les laisse travailler. Oui, mais là, je vais dire qu'il y a un abus d'autorité. Le préfet, je ne vois pas en quoi il peut s'impliquer dans cette histoire, étant donné qu'il y a un sous-préfet à Masok. Il y a un sous-préfet à Masok. Oui, il y a un sous-préfet à Masok. Il part de Deya. Il aurait attendu que le sous-préfet pose des actes et lui rende compte. Parce que c'est lui la hiérarchie. Et la décentralisation aujourd'hui permet au maire de gérer sa commune pour le bien de ses populations. Exact. Il a pris une décision qui interdit aux exploitants forestiers de passer avec des engins lourds qui abîment la route. J'ai entendu le sous-préfet dire que la route appartient à l'État. Lequel État n'entretient pas ses routes. Si le maire a un projet, n'est-ce pas, à partir des revenus forestiers, d'aménager ses routes, et qu'il impose qu'on fasse le reversement avant de passer avec des engins, il a pleinement raison. Je ne vois pas en quoi le préfet peut la Sanaga maritime Aïdéa, précisément. Le préfet de la Sanaga maritime Aïdéa peut, n'est-ce pas, lui interdire, enfin, peut aller à l'encontre de la décision qu'il a prise. Ça, c'est un tort. Je vais revenir avec vous dans un instant. Docteur Essomba, je vous prends justement ce problème. Le maire qui prend une décision pour ces voitures, d'ailleurs, ce sont les populations qui sont sorties en masse
pour barrer la voie à ces grumiers qui, il faut le dire, abîmaient justement la route. Vous savez que nous sommes en pleine saison pluvieuse. Le préfet, enfin, le maire prend cette décision en disant il n'en veut plus. Plus tard, quelques heures seulement après, eh bien, ces personnes se plaignent auprès du préfet qui prend l'initiative de les laisser travailler. Ce qu'il faut pouvoir indiquer, c'est que le préfet assure la tutelle du maire. C'est-à-dire que le préfet est la tutelle du maire, comme le gouverneur est la tutelle du président du conseil régional. Cela veut dire très clairement que le préfet est dans son rôle, mais aujourd'hui avec le code sur les collectivités territoriales décentralisées, le préfet ne peut pas annuler un acte irrégulier du maire. Si l'acte est irrégulier, il enjoint d'abord le maire pour lui dire écoute, essaie de reconsidérer ton acte. S'il ne le fait pas, lui-même il saisit le juge administratif. C'est aujourd'hui la logique. C'est clair. C'est simple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le contrôle d'opportunité ou le contrôle a priori, qui était un contrôle conféré aux autorités administratives, la nouvelle loi aujourd'hui a banni. C'est-à-dire que le contrôle a posteriori, aujourd'hui, voudrait que si le maire prend un acte qui est illégal ou irrégulier, non, le préfet n'a pas le droit de l'annuler. Parce que le pouvoir d'annulation aujourd'hui est exclusivement réservé au juge administratif. C'est-à-dire lui-même, le préfet est obligé de saisir d'abord le maire et de lui dire écoute, reconsidère ta position. Si tu ne le fais pas, puisque ton acte est illégal, je saisis moi-même le juge administratif pour qu'il annule ta décision. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avant le code général sur la décentralisation, les préfets avaient ce pouvoir-là. C'est-à-dire un pouvoir d'approbation, de remise en cause des décisions prises par le maire. Ils pouvaient les annuler facilement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire le contrôle a priori et par opportunité, par pure opportunité, n'existe plus. Si le maire prend un acte illégal, le juge va l'annuler. Alors, le problème que vous soulevez, c'est également ce qui s'est passé au niveau de John Bependa, d'ailleurs, qui continue de sévir de ce côté-là. Oui. Et moi, j'ai dit, c'est une très bonne chose aujourd'hui. Les chefs doivent sortir de leur torpeur. Parce que, écoutez, le chef est un peu comme tout un gouvernement. C'est-à-dire, le chef est le ministre de l'administration locale. C'est-à-dire celui qui assure le bon ordre. Il est le ministre de la Défense, parce que c'est le tout premier guerrier. Il est le ministre de la Culture, parce que c'est d'abord le premier bon danseur du village. Il est le ministre de l'Économie, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les questions relatives au recouvrement, il joue donc un rôle important. Il est j'allais dire, le ministre des Eaux et Forêts, de l'eau et tout ça, parce que tout ce qui est local, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le chef est garant de tout cela. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc tout simplement dire quoi, Steve Goss, que nos autorités administratives doivent comprendre aujourd'hui, et ça je l'ai évoqué quelque part dans une autre chaîne concurrente, pour indiquer que si moi j'avais par exemple été le préfet de la zone de Bamengou, où il se situe la chefferie de Sokoudjou, oui. Ce que j'allais faire, c'est quoi? C'est que je sortirais du formalisme écrit pour entrer dans un formalisme verbal ou même gestuel. Parce que vous savez aujourd'hui, la forme des actes administratifs, c'est que les gens se réfèrent toujours à la forme écrite. Non, pourtant il y a une forme verbale, c'est-à-dire le rappel à l'ordre d'une autorité traditionnelle de la dimension de Raymond Sokoudjou imposerait par exemple au préfet de prendre sa voiture, c'est pas le carburant qui lui manque, de mettre le carburant dans sa voiture. Justement, parlant de carburant, à chaque fois, il y a toujours ce problème. Quand on va visiter le chef, il faudrait que le chef mette le carburant dans la voiture du sous-préfet et du préfet. Pourtant, pour certains d'ailleurs de nos téléspectateurs, le sous-préfet est le représentant du chef de l'État dans une localité. Oui, bien entendu. Bien entendu, vous savez que le sous-préfet dans sa localité représente non seulement le pouvoir exécutif, le gouvernement, mais il incarne l'autorité directe de l'État. Parce que vous savez, comme le disait Odilon Barrault, la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, mais dont on a simplement raccourci le manche. C'est-à-dire que quand le préfet a agi, c'est un peu comme si c'était le président de la République qui avait agi. Alors, ça veut dire tout simplement que ce qu'on vit aujourd'hui, et ça, le président Banakan, il l'a développé, peut-être n'est pas allé en profondeur, pour indiquer que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une montée en escalade de l'autorité. Il faut affirmer l'autorité par tous les moyens. Non, écoutez, j'ai cette proposition d'aller voir le chef, de causer avec lui, d'échanger. Ne laissez pas les temps. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la sortie du préfet... Finalement, c'est un problème d'ego alors. Mais oui, un problème d'ego. Et vous savez qu'aujourd'hui, la sortie du préfet
a mis à mal la cohésion sociale entre l'élite Bamangou et la jeunesse de Bamangou. Parce que l'élite soutient le chef, soutient l'État, le préfet, mais la jeunesse qui est plus nombreuse soutient le chef. Et vous savez, on dit toujours que autant mieux aimer le jour qui se lève que la nuit qui tombe. Donc la jeunesse est porteuse d'espoir. Ça veut donc dire que aujourd'hui, la question des rapports désormais dans la zone de Bamangou, dans le village, est une question problématique parce que les jeunes sont du côté du chef et l'élite de l'autre côté. Alors, Stephen Goss, j'ai écouté Dr Yam tout à l'heure, il a insisté sur les questions constitutionnelles qu'il faut, mais je voudrais déjà quand même lui rappeler que la Constitution valorise les traditions. Quand vous prenez le préambule de notre Constitution, il est clairement mentionné que l'État protège les us et coutumes. Et même mais ce n'est pas, on ne voit pas la pratique sur le terrain. Ce n'est pas le cas sur le terrain. Oui, on ne voit pas la je reviens avec vous, monsieur, ne vous inquiétez pas. Non, je pose, pratique sur le terrain. Bon, ce qui est dans la Constitution, vous le dites d'ailleurs. Allez-y. Parce que il a soulevé, et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que la norme fondamentale de l'État, qui est la Constitution, déjà consigne cette protection-là, c'est-à-dire les protections des us et coutumes. Mais on n'arrive donc pas à comprendre pourquoi sur le terrain, il y a une telle méconnaissance justement de la valeur des autorités traditionnelles. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, monsieur Stephen Goss, nos chefferies traditionnelles ont été au fondement de la constitution de notre État. On sait le rôle qu'a joué la chefferie traditionnelle ou bien qu'ont joué les chefs traditionnels dans notre constitution nationale. Et la chefferie aujourd'hui, et comme le disait le président Bangakani, on se rend compte que les rapports, et ça on doit revenir sur le thème du jour, ça veut dire que les rapports entre l'autorité de l'État et l'autorité traditionnelle sont aujourd'hui des rapports mitigés. Parce que autant on peut tirer sur les autorités administratives qu'on pourrait également tirer sur les chefs. D'ailleurs, le Mbombok, je corrobore son développement tout à l'heure quand il dit, quand vous voulez exploiter les richesses locales, vous partez voir le chef, c'est le chef qui tient votre main pour vous amener chez le sous-préfet, ainsi de suite. Donc, cela veut dire que la cabale, déjà, est articulée à partir même du chef traditionnel qui doit protéger les biens et les biens culturels, les biens de la localité où il les aise. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que autant on peut tirer sur le chef qu'on peut tirer sur les autorités étatiques. Je vais revenir dans un instant avec vous. Hein. Bonjour Steve, c'est Oreb Eli. Bonjour Steve, les villages comme ceux du canton Lognyanga où un certain avocat usurpe le poste de chef de canton ayant mis en place un groupe de copains qui bradent les forêts avec zèle et surtout arrogance. C'est ce qu'il nous fait d'ailleurs savoir, hein. Oreb Eli ce matin. Bonjour, le panel Dr Yam. Les hommes d'élite sont nécessaires pour sortir le peuple noir des conditions subtiles de sa souffrance. Merci à vous, Elanguet. Il s'appelle Elanguet Dikoumé. Bonjour, chers panélistes de DBS Matin. Triste est mon sentiment vis-à-vis de cette image publiée. Il est temps que le gouvernement accepte de libérer, il faut le dire, totalement les autorités traditionnelles. C'est ce que nous fait d'ailleurs savoir cette personne qui nous appelle. Il s'appelle Biende Romeo depuis la mairie de Yokadouma. Il parle bien sûr de la mairie de Yokadouma. Je vais revenir justement avec les messages dans un instant. Le temps pour moi de repasser la parole au président Bandakani. Président Bandakani, vous avez suivi justement les uns et les autres. On ne va pas également oublier que ces chefs traditionnels, ce sont eux qui sont souvent à l'origine du bradage de leurs terres. Je l'ai tout à l'heure, je l'ai rappelé. Tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai rappelé. j'ai dit, il faut être juste dans la... Parfois avec la complicité des préfets et des sous-préfets. Je prends par exemple le cas de la Sénégal maritime où le préfet, à un moment donné, a l'impression que chacun protège son gombo. Je dis qu'il faut être juste dans l'analyse. Oui. Il faut bien répartir les responsabilités. On ne peut pas seulement incriminer l'administration. Ce serait injuste. Oui. Moi, je connais des chefs qui sont restés très dignes. Parce que quand vous parlez avec les chefs, vous dites que on n'a pas le choix. Oui, on nous a clochardis, on n'a pas le choix, on doit vivre. Je peux comprendre. Mais que fait-on des chefs qui ont refusé cette soumission et qui sont restés très dignes? C'est eux qui montrent la route. Il y a des chefs, moi je ne vais pas les citer ici pour faire un peu... Oui, il y a pour qu'il y ait de la polémique. Mais il y a des chefs, il n'y a pas trop, moi j'en connais. Donc, il y a des chefs sont en partie responsables. Moi je vous dis, lorsqu'un ministre arrive et que les chefs viennent porter son sac, ça veut dire quoi? C'est quel rapport ça? Ils ont quoi à faire avec un ministre pour porter son sac? Mais on voit ça tous les jours ici. Deuxièmement, alors, tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de respect pour le chef Sokudjo, hein. D'ailleurs il le sait. Mais là encore, il faut être très juste. La valeur d'un chef, ce n'est pas simplement quand il défie l'autorité administrative. C'est aussi dans la manière dont il traite ses sujets lui-même.
Et vous n'êtes pas sûr que si vous allez investiguer là-bas, vous n'êtes pas sûr. Deuxièmement, à l'ouest, là, il y a des situations où on a vu des chefs traditionnels être complètement liquidés. Pas même certaines élites. Vous comprenez? Oui. Et moi, je n'ai pas vu les chefs de l'ouest parler. Hein. Moi, je n'ai pas cité les cas pour faire la polémique. Il y a eu plusieurs cas. Donc, il faut qu'on soit juste dans l'analyse. Vous comprenez? Juste dans l'analyse. Quand j'ai dit ça, moi, je voudrais saluer le dynamisme que la décentralisation a déclenché. Il y a une libération extraordinaire des énergies. Ah oui. Mais il faudra seulement qu'on soit sage. Vous savez, la sagesse fait partie de la loi, contrairement à ce que les gens pensent. Oui. Parce que lorsque la loi peut être en conflit avec le fait social, et que le fait social s'avère plus puissante que la loi, vous n'avez pas simplement à convoquer la lettre de la loi, vous devez être sage. Vous devez être sage pour que, n'est-ce pas, sauver la loi et sauver aussi, n'est-ce pas, l'essentiel du contexte dans lequel la loi est en train de s'épanouir. Ça manque souvent à certaines de nos autorités. Ça manque souvent. La sagesse. Il faut être sage. Il faut être sage dans la gestion des situations. Pourquoi? Parce que je dis ça devant le juriste. Pourquoi? Parce que souvent, les gens oublient une chose, c'est que la loi ne consacre pas seulement des énoncés, des tests. La loi doit consacrer aussi un niveau de développement économique. Parce que s'il y a décalage entre le progrès économique et la loi, elle va être inapplicable. Parce que quand les gens ont faim, quand les gens n'ont plus rien à perdre, vous voulez parler de la loi, ils pensent que c'est vous qui êtes fou. Ils vont dire que vous êtes fou. On leur a dit que parce qu'ils ont faim. Oui. Parce que les conditions minimales de suivi ne sont plus garanties. Donc, on a généralement tendance à une lecture occidentale de la loi, en convoquant les Rousseau qui parlent d'une volonté générale. C'est très bien, la volonté générale. Mais la volonté générale, c'est d'abord que les gens ont les conditions minimales de vie sont garanties. C'est ça là-bas la volonté générale. C'est une volonté générale qui est imaginaire, qui est littérale, qui est philosophique dans les airs, et que, à la base, les gens ont faim, vous allez vous retrouver dans la situation. Ça arrive à ce qu'on appelle en droit ici l'ingouvernabilité d'une société. La société devient ingouvernable. Et si vous avez une majorité des gens qui ont faim, vous parlez de la loi, ils vont faire la révolution. Elle peut être bonne ou mauvaise, ils vont faire la révolution. Même s'ils vont révolutionner pour tomber dans le pire, ils vont faire la révolution. L'histoire nous enseigne cet tas de choses. Quand j'ai dit ça, mon ami m'a fait des développements que je ne partage pas en partie. Il faut faire attention. Moi, je maintiens l'évolution. Quand on parle d'évolution, il y a des évolutions révolutionnaires. Il y a des évolutions révolutionnaires. C'est-à-dire qu'on concilie les nécessités de la révolution, les nécessités de l'évolution. Pourquoi? Quand on dit qu'on n'est pas un État, on n'a pas de constitution, sur le plan de la polémique intellectuelle, c'est juste, c'est vrai. Mais nous avons une constitution, on a un président. Il ne tombe pas du ciel. Le président du Cameroun, il est président sur la base de la constitution du Cameroun. Et moi, je ne joue pas avec ça. Notre pays a une constitution. C'est sur la base de cette constitution qu'il prend des engagements. Si on dit qu'on n'a pas de constitution, moi je ne sais pas sur quelle base les soldats camerounais vont mourir dans le nord-ouest et le sud pour défendre l'unité de ce pays. Moi je ne sais pas sur quelle base. Je sais qu'ils le font sur la base de la constitution. Ce n'est pas sur la base de l'amour qu'ils ont envers le président. C'est que la constitution dit de faire ça. Et les gens donnent leur vie par rapport à ça. Si nous disons qu'ils n'ont pas de constitution, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous opposons aux ambazoniens qui disent que l'État au Cameroun n'existe pas, il n'y a rien. Et que c'est l'ambazonie qu'ils ont raison, ils sont marginalisés. Non. Je comprends très bien que l'esprit de ces propos. Mais moi je dis, ça peut être récupéré à d'autres fins. Donc moi quand je parle d'évolution, je sais pourquoi je dis ça. Je tiens compte de tout ça. Mais pour le reste, c'est que nous sommes d'accord sur l'essentiel là-dessus. Que demain, il y a une grande constituante, et ça arrivera dans ce pays, pour démanteler l'architecture de l'État, qui est coloniale. Moi et lui, on est d'accord là-dessus depuis très longtemps. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il faut travailler pour y arriver intelligemment. Parce qu'il sait bien qu'il y a des gens qui sont là, qui lorgnent, qui veillent, oui, pour installer l'anarchie, profiter et pêcher en eau trouble, et conduire nos pays vers des horizons qui n'ont rien à voir avec ce que l'on appelle de tout notre vie ici. Deuxièmement, quand je l'ai écouté, on peut réduire l'essentiel de notre architecture juridique à des coutumes et des us. Ce n'est pas vrai. Les coutumes et les us sont des moments de notre histoire. Nous avons développé le droit. Nous connaissons la Constitution. Les grands royaumes africains avaient des constitutions. Il y en a même qui avaient des constitutions écrites. Donc nous connaissons la Constitution. Quand on dit coutume,
Us, je ne dis pas qu'il a tort, hein, mais ça peut être compris de manière péjorative. Parce que quand les Occidentaux disent us et coutumes, ils veulent dire que vraiment vous ne connaissez pas la Constitution. Hegel a même dit ça. Hegel a dit ça. Ils ne peuvent pas élaborer une Constitution. Ils sont dans les us et coutumes. Donc ça veut dire qu'ils sont dans des choses émotionnelles, ils sont dans des choses vraiment de la pétulance, de la chair. Les cieux éthérés où on produit la Constitution, ce n'est pas de leur domaine. C'est Hegel qui dit ça. Hein? Hegel dit des choses comme ça. Alors il dit ça. Donc nous connaissons ces choses-là. Nous qui avons enseigné ça à l'Occident. C'est nous qui avons enseigné à l'Occident ce qu'on appelle une constitution dans une nation, dans un pays. Nous connaissons tout ça. Donc un village qui est un moment de notre histoire, parce que le centre par rapport à un royaume, ou si on monte même plus loin par rapport à l'Égypte antique et ailleurs, n'est-ce pas, le centre étant tombé, les périphéries subsistent, se battent, n'est-ce pas, et peuvent dire que bon, ok, c'est la coutume, c'est les us, ceux qui nous font. Mais fondamentalement, les Africains connaissent la Constitution. La preuve. Et là encore, c'est bizarre, parce que et là encore, on voit comment nos chefferies traditionnelles, je suis désolé, ne travaillent pas suffisamment. Il ne faut pas seulement se mettre devant l'État et dire que quand on a volé, l'argent du compte n'est pas à tel endroit. C'est pas ça la chefferie, c'est important de réclamer. Mais c'est pas ça la chefferie. Où sont les productions juridiques de nos chefferies pour enseigner le droit aux États africains? Pour produire des études de droit pour donner aux universités comme le docteur qui est assis là, pour qu'ils développent ça. Vous imaginez le génie qu'ont fait preuve les chefs de droit là pour proposer aux Allemands un traité qui les a égarés. Les Allemands n'ont rien compris à ce traité. C'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire, c'est-à-dire que les gens parlaient de la... Mais le droit international est né même à partir de ce traité. On peut même parler ici. C'était une leçon de droit international. La co-souveraineté. Mais c'est quoi l'ONU? C'est quoi l'ONU à la fin? C'est pas ça, docteur. La co-souveraineté. Les chefs de droit ont produit un traité. Les Allemands n'ont rien compris. C'était un niveau de puissance en termes d'élaboration qu'ils n'ont rien compris. Ils ont préféré couper la tête de Mangabel. Ils ont préféré tuer. Au lieu de venir avec les arguments juridiques, au lieu que les Allemands viennent avec leurs juristes, et hier, la beauté, un agora juridique, c'est-à-dire qu'avec ce que cela compose, et les chefs étaient prêts à ça, ils sont venus avec le feu. Parce qu'ils étaient débordés, montrant par là leur sauvagerie. Ils n'ont jamais cette lettre d'ailleurs, ils sont toujours sauvages. Donc, ils ont montré par là leur sauvagerie. Donc vous voyez comme en termes de pensée juridique, à quel niveau nous sommes. Si les chefs de l'Allah ont fait ça, imaginez alors ce que les pharaons faisaient. Ce que les chefs des grands royaumes faisaient en termes de production intellectuelle. Une université comme Tombouctou, mais ils connaissent ça mieux que moi, Tombouctou. C'est-à-dire il y avait à tous les niveaux, en mathématiques, en droit, à des niveaux très élaborés. Vous comprenez ça? Donc, moi je refuse qu'on réduise nos traditions à des us et coutumes. Oui. C'est-à-dire que le localisme villageois, c'est pas péjoratif, hein, le localisme villageois, et quelques... indigénats et tout ce qu'on peut penser. Quelques nationalités éparses ici et là. Oui, non. C'est justement ça qui a justifié tout ce qu'on est en train de voir là. Non, nous sommes des nations sur le plan de l'histoire. Nous avons pensé la mondialisation longtemps avant de voir ce que les Blancs font là. Nous avons pensé l'internationalité longtemps avant tout ça. Nous sommes des universels. C'est-à-dire que nos traditions sont les premières traditions les plus universalistes que le monde ait connues. C'est-à-dire pensons le monde. Pensons la relation entre la Terre et le cosmos. Nous sommes les premiers à avoir fait ça. Parce que vous ne pensez pas à une constitution, vous n'êtes pas en mesure d'élaborer une cosmogonie digne de ce nom. Vous sortez seulement à ce niveau-là. Vous pensez que les constitutions découlent de ça. Et qui peut apprendre ça aux Africains? Qui peut apprendre ça aux descendants des pharaons? Qui peut apprendre ça aux descendants des royaumes d'Afrique centrale? Qui peut nous apprendre ça? Aux descendants de la Nubie, de l'Éthiopie, de tous ces grands... Qui peut nous apprendre ça? Donc, je suis d'accord avec lui. Nos États sont des avatars néocoloniaux. Mais nous devons gérer cette transition entre la liquidation de l'héritage néocolonial et l'émergence d'une société africaine réconciliée avec elle-même. Et pour ça, il faut de la sagesse. Et docteur Yam, c'est un sage. Merci beaucoup. Je vais vous me permettez, messieurs, de lire d'ailleurs le message de nos téléspectateurs ce matin. Bonjour le panel, c'est Cyril Kabiwa. Bonjour le panel, je pense vraiment que pour une grande transparence, l'État ne devrait pas intégrer les chefs comme auxiliaires de l'administration parce que le rôle d'un chef, c'est de rassembler tous ses fils. Bon, on continue, il y a ceux qui donnent 10 sur 10. Et comme Patrick... bon, là je vais pas parler de ces marabouts qui passent également le temps à jouer à pile ou face pour rendre les gens riches. Prière de ne pas justement venir sur notre site pour en faire justement cela. Le roi Ndioya avait déjà une constitution avant l'arrivée des Allemands, déclare d'ailleurs Dylan Mvou. Et là il le précise également. Témoignage, non, je vais pas prendre ça également. Bon, il y a tellement d'autres messages, je vais les lire plus tard, mais apparemment il y a des marabouts qui chiennent à rendre tout le monde riche sur notre
Prière d'aller ailleurs, hein, rendez-vous riche si vous êtes béninois, allez rendre justement tous les béninois riches. Docteur Yam, qu'est-ce qu'on fait maintenant puisque nous sortons justement de ce débat, plus que 15 minutes justement pour sortir de ce débat. Soutien Ali Olestein, mon soutien total au président Bandakani. Non, Dylan, vous et le Bénin est toujours pauvre. Non, je vais pas lire tout ça. Ben écoutez, je suis très content des 2 ou 3 réactions de Dr Essomba et du président Bandakani. Oui. Parce que cela me permet de préciser ma pensée. J'ai eu le sentiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été... Peut-être que vous n'avez pas été compris. Je n'ai jamais dit que nous n'avons pas de constitution. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de constitution. J'ai dit que la constitution actuelle ne correspond pas aux attentes et aux valeurs de notre pays. J'ai fait ça pour ceux qui nous écoutent. Non, tu leur as donné l'impression que je rendais certaines choses illégitimes. Donc, nous avons une constitution. Pour le moment, c'est elle qui est en vigueur. On obéit à cette constitution. Mais pour une vie optimale chez nous, nous avons besoin de passer à autre chose. D'intégrer nos valeurs. Alors, et je ne dis pas que la Constitution se limitera à nos us et coutumes. Et encore que ce ne serait pas si mauvais que ça. Je viens de vous dire que la Grande-Bretagne, sa Constitution, ce sont ses us et coutumes. C'est ça, en Grande-Bretagne. Le royaume de Grande-Bretagne, qui n'est pas un petit royaume. Ce que j'ai dit, c'est que la source du droit, ou l'une des sources, c'est les us et coutumes. Et donc, notre Constitution devait s'en inspirer, devait contenir nos us et coutumes. Et c'est ça qui me permet de dire à Dr Essomba, notre Constitution n'a pas à protéger. Si elle protège, ça veut dire qu'elle n'a pas. Notre Constitution, ce doit être nos us et coutumes. Ce ne sont pas les enfants. C'est ça que ça doit être. Lorsque les gens écrivent la Constitution, ils disent la Constitution protège nos coutumes. Non, la Constitution n'a pas à protéger nos coutumes. La Constitution doit être nos coutumes. C'est-à-dire que la Constitution, c'est notre mode de vie. C'est la synthèse des discussions sur ce que notre mode de vie doit être. Et dans ce cas-là, le corps de notre Constitution, ça doit être notre mode de vie. Ça veut dire que quand on dit dans la Constitution, le président de la République est, tous ceux qui connaissent l'autorité politique traditionnelle chez nous doivent retrouver ça là-dedans. Quand on dit dans la Constitution, voici comment le pays est organisé. C'est ça qu'on doit retrouver dans notre Constitution. Vous savez que ce qui se passe dans nos nations historiques, j'aime les appeler comme ça, on va dire tribus, c'est une nation historique. C'est ça qu'on doit retrouver. Et on doit tenir compte de la diversité. Parce que vous allez avoir des peuples comme les Bassa, tous les chefs qui existent dans la zone Bassa, en dehors de quelques Mbombo qui sont devenus chefs, mais tous les chefs qui existent dans le pays Bassa, par exemple, n'ont rien à voir avec les traditions des Bassa. Parce que le chef tel qu'il est là n'existe pas dans la tradition des Bassa. Donc on doit tenir compte de toutes ces choses-là dans la rédaction de la Constitution. Et c'est pour ça que je dis qu'une Constitution qui s'inspire justement des codes Napoléon français est médiocre. Alors que les gens par ailleurs qui l'ont rédigé, nous avons un grand respect pour eux. Parce que nous savons que c'est des gens intellectuellement de très grande valeur. Malheureusement, leur parcours a fait qu'ils ne pouvaient produire que ce genre de texte. Donc, quand j'ai fait ce point-là, disons cette mise au point, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais il faut faire une chose simple. N'est-ce pas l'occasion aujourd'hui pour les chefs traditionnels, bon, disons les élites traditionnelles, de travailler en étroite collaboration avec justement les représentants de l'État dans toutes ces localités? Je pense qu'il y a autre chose qui a été dite ici et qui rappelle, qui nous permet de dire, laissons l'architecture politique et institutionnelle de l'État, revenons sur l'ingénierie qui existe là actuellement. Oui. Dr Essomba a fait mention de quelque chose d'extrêmement important et qui a tendance à ne pas être pris en compte dans la vie quotidienne tous les jours. J'ai des amis dans différents partis politiques, j'ai quelques amis dans l'administration et dans des mairies. Je ne cesse de leur dire, mais messieurs, il y a un tribunal administratif qui existe. Saisissez-le. Il est là pour que vous devez le saisir. Là, au moins, on vous demande, il n'y a pas de conditions particulières. Saisissez le tribunal administratif. Ils ne sont pas habitués. Les gens ne sont pas habitués à ça. Parce que, justement, le problème, c'est quoi? Dans nos traditions d'Africains, les questions ne se gèrent pas parce qu'un individu qui a un poste quelque part a décidé. Les questions se gèrent dans une palabre. Les questions essentielles, comme par exemple la relation entre un maire et un préfet, se gère là-dedans. C'est pour cette raison que je vous ai dit, tout n'est pas à évacuer. Notre constitution, notre organisation de l'État intègre 2 ou 3 éléments, mais le fond,
La base n'est pas encore cela et il faut faire que ça passe à autre chose. Lorsque vous dites à la plupart des gens, un tribunal administratif, mais c'est les décisions d'un tribunal, parce que les décisions du tribunal sont rendues au nom du peuple. Le décret, sauf celui du président de la République, parce que lui, il est investi de cette autorité-là. Mais quand vous prenez les différents actes administratifs, ils ne sont pas des actes opposables, ou disons, qui peuvent être opposables à une décision juridique et judiciaire. Pourquoi? Parce que la décision judiciaire est rendue au nom du peuple. Et quand vous dites au nom du peuple, vous êtes en train de dire que à ce moment-là, le peuple a discuté et le peuple est parvenu à une conclusion. La voici. Et je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir au-dessus d'une conclusion à laquelle parvient le peuple. Donc, le problème de fond devient en réalité, comment les gens sont formés chez nous. Mais quand vous prenez la plupart de mes amis de l'ENAM, particulièrement ceux de la préfectorale, mais ils sont formés comment? Ceux de l'administration civile, ils sont formés sur le même modèle que le modèle de l'administrateur colonial. C'est pour cette raison qu'ils ont du mal à arriver à ce qu'il disait tout à l'heure, la convivialité. Parce que le management, c'est pas que des décisions, c'est pas que des décrets, des arrêtés. C'est aussi la convivialité. La convivialité. C'est-à-dire que vous êtes le préfet, le sous-préfet, le maire a pris une décision, le chef a fait une revendication, il a pris une décision. Mais monsieur, vous croyez que les avantages qu'on vous donne là, c'est pourquoi? C'est pour aller dévergonder toutes les filles ou c'est pour aller seulement crier sur tout le monde? Les avantages qu'on vous donne, une voiture, du carburant, la sécurité, etc. C'est pour que vous preniez votre voiture, vous allez voir le chef dans le coin, vous parlez avec lui. D'ailleurs, quand vous êtes nommé, la première chose que vous faites, vous allez rendre visite à toutes les forces vives de votre unité administrative. Vous créez la convivialité. Un sous-préfet ou un préfet qui fait cela, qui voit tout le monde, qui voit le chef, qui voit les forces vives, qui rencontre tout le monde, un gouverneur qui le fait, à votre avis, qu'est-ce qu'il crée? Il crée la paix, il crée la convivialité, la concorde. Un gouverneur, un préfet ou sous-préfet qui s'arrange à recevoir les chefs en une petite réception, une fois par an, pour discuter avec eux, pour leur dire, mais est-ce que vous avez le sentiment que je m'en sors bien? Quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous pensez que nous pourrions faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on créerait? On créerait un État convivial. D'ailleurs même, c'est très important pour le sous-préfet parce que ça servirait d'outil de renseignement extrêmement puissant pour lui. Donc, nous avons en réalité un État qui doit devenir un État apaisé. Qui doit devenir un État dans lequel ce qui prime, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'autorité. Encore que l'autorité traditionnellement, et je parle sous le contrôle de Mbombok, l'autorité dans nos traditions africaines, ce n'est pas la violence. L'autorité dans nos traditions africaines, c'est la légitimité. C'est la légitimité, c'est le respect que vous suscitez. C'est le fait que vous soyez un modèle et que par le fait que vous soyez ce modèle-là, vous conduisez les gens vers la lumière. Donc, il faut que nos gens soient formés sur des valeurs qui sont celles de nos traditions. J'insiste là-dessus et je dis que c'est ça la source. Pas que ce n'est que ça, mais c'est ça la source de tous nos comportements, de tout ce que nous avons comme corps législatif. Merci beaucoup, messieurs. Je vais lire quelques messages. Kendrick Tchoupi qui nous dit que les Occidentaux finiront par venir se faire enseigner par les initiés africains, car nous sommes les maîtres de l'univers. Ali Olenstein nous dit que notre mode de vie doit être notre souveraineté. Makoumdou Marie nous fait savoir que ce n'est pas l'État qui nomme un chef traditionnel. Le chef supérieur est issu de la famille du feu chef. Il est le gardien de la tradition. Kendrick Tchoupi nous dit que nos chaufferies ont été inféodées. Madjou Allo nous dit que tu as souvent honte de... Non, bon là... C'est quand même grave avec les insultes et tout ce qui va avec. Régine Bien dit que pourquoi les préfets ridiculisent les chefs et les maires et empêchent les chefs et les maires fassent leur travail. Et puis Koumpatri dit que c'était le modèle libyen du regretté Kadhafi. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Je vais me tourner vers Mbombok Nolandje. Je vais poser deux questions. Aujourd'hui, on a l'impression que l'autorité traditionnelle n'inspire plus le respect d'antan. Dire que l'autorité traditionnelle n'inspire plus le respect d'antan, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que la tradition aujourd'hui est confrontée à un problème. C'est que tous nos villages deviennent des villages cosmopolites. Je vais prendre l'exemple de la ville de Douala.
Douala, c'est un village. Il y a des chefs de village à Douala. Bon, vous pensez que avec tous ces allogènes qui viennent, et les aborigènes et autres, là, le chef de village de Douala a encore la même influence qu'il avait auparavant? Il a, pour ceux qui savent qu'il est là, il a son autorité. Oui. Bon, mais parce qu'il y a des étrangers qu'il doit gérer au même titre que ceux qu'il a sous son règne, oui. Il est obligé d'être modéré. Il est obligé d'être quelqu'un qui rassemble. C'est à ce niveau que les gens pensent qu'il n'a plus son autorité. Et là, c'est faux. L'arrivée des allogènes et des aborigènes n'enlève pas son autorité à un chef ou alors à une autorité traditionnelle. Encore que en Pays Bassa, l'autorité traditionnelle, c'est le Mbambok. Ce n'est pas un chef. C'est pourquoi j'ai parlé des chefs de village tout à l'heure. L'autorité traditionnelle chez le Bassa, c'est le Mbambok. C'est lui qui a le pouvoir traditionnel. C'est lui le gardien des traditions. C'est lui qui incarne le peuple. Il est le représentant du peuple. Le chef, il est un auxiliaire d'administration chez nous. Et c'est comme ça qu'on les appelle même. Il a dit tout à l'heure. C'est un auxiliaire d'administration. Je ne vais pas perdre mon autorité parce que j'ai un chef, non. Je travaille en collaboration avec mon chef. Il sait qu'il a un bon chez lui. Il me consulte en cas de besoin. Père, son âme, il n'est plus en vie aujourd'hui. Quand il était là, il me consultait en cas de besoin. Je lui donne mon opinion. S'il a des décisions à prendre, il les prend. Et en tant que que je suis, je consulte d'abord, n'est-ce pas, mes populations. On discute, on s'assied à palabre, on prend une décision commune. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, avec la vente des terres, justement, dans certains villages, comme par exemple, je parle bien sûr le cas de la Sanaga maritime aujourd'hui, certains jeunes qui, par exemple, ont pris l'initiative de barrer la route il y a encore quelques jours, pensent qu'ils sont seuls et que les chefs ne les servent absolument à rien. Ça, je n'ai pleinement raison de barrer la route. C'est eux qui sont le village. C'est eux qui font le village. On ne peut pas être chef et diriger les murs. On est chef parce qu'il a une population. Et quand on travaille avec sa population, la population fait quoi? Elle se rebelle. Ils ont pleinement raison de barrer la route. Si le chef de village ne travaille pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent une pétition. Ils envoient à l'administration. L'administration peut annuler le décret qu'il faisait de lui le chef. Je pense qu'on a déjà de chez le chef comme ça à l'ouest. Ils ne sont pas là éternellement. Ils écrivent une pétition, ils envoient. Et je pense que l'administration fera le reste. Il y a également que les chefs aujourd'hui ont dilué un peu justement cette autorité avec des manœuvres pas très bonnes déjà. Justement, c'est parce qu'ils travaillent en complicité avec les sous-préfets et autres. Quand le sous-préfet arrive, ils vont avec des pots de vin pour, n'est-ce pas, se maintenir. Il y en a qui n'ont même pas été votés par leur population, mais qui sont devenus chefs. Si c'est de ceux-là qu'il s'agit vraiment, moi je dis, c'est qu'ils ne sont pas chefs. Plusieurs d'entre eux même se trouvent en prison aujourd'hui. Voilà. À cause des problèmes de terrain. Effectivement. Tout comme on voit des sous-préfets qui ont des titres fonciers dans des villages. Justement, je vais terminer avec le docteur Issomba. Pour terminer, c'est ma dernière question parce que le temps nous est imparti, plus que quelques secondes. Docteur Issomba, on a le problème aujourd'hui, un autre souci, c'est que certains de ces sous-préfets, ces administrateurs civils, se retrouvent avec, il faut le dire, des hectares de terre dans les localités où, il faut le dire, ils ont le commandement. Ce que je dois vous dire en réalité, ce sont des abus de terrain. Et si mes souvenirs, si ma tête ne subit aucune infidélité, je crois qu'il y a un décret du Premier ministre qui interdit l'appropriation d'un certain degré d'hectares de terrain. Je crois qu'il y a un décret, je crois que c'est de 2016 ou de 2015, du Premier ministre qui interdit cela. Mais on se rend compte que sur le terrain, il y a des abus. Il y a tellement d'abus que... Il y a des gens qui sont avec 75 hectares de terre. Mais oui, mais ça fait de sorte que moi, je pense que le législateur doit monter sur le créneau. D'ailleurs, pour retirer toutes ces terres. Parce que si quelqu'un à lui tout seul a près de 75 000 km² de terre, ça veut dire que nous qui venons là, on ne va jamais construire au pays. Et c'est très dangereux. Ce que je voudrais aussi dire, M. Steve, pour finir, oui. Retenons qu'aujourd'hui, le chef traditionnel est politisé. C'est-à-dire qu'il y a une forte politisation de la chefferie traditionnelle. Regardez aujourd'hui, le principe pour être chef, c'est quoi? Il faut faire partie de la famille réelle. C'est-à-dire faire partie de la famille qui a le commandement traditionnel. Mais on se rend compte que sur le terrain, en dehors de cela,
on a des chefs qui sont imposés, on a des chefs, bien sûr, dans les zones urbaines, là c'est possible, qui sont élus. Vous savez que tout dernièrement, avec la note du ministre de l'administration territoriale qui indiquait que les préfets doivent créer les chefferies de 3e degré pour installer, compte tenu justement des régionales futures. Donc, vous voyez que dans les zones urbaines, il y a des chefs qui sont élus. On arrive à ce niveau-là. Mais dans certaines chefferies également, il y a les chefferies où on devient chef par principe de rotation, un peu comme au septentrion, dans le septentrion. Et ça m'a permis, dans mon étude, de la petite contribution que j'ai faite en 2A sur la désignation des chefs traditionnels, je me suis rendu en fait compte que nous avons au Cameroun les chefferies d'autorité renforcées, telles qu'à l'ouest et au septentrion, et les chefferies d'autorité relativisées, telles que dans le sud et un peu dans le centre. On a l'impression que, vous voyez, les chefs dans le centre et dans le sud ne sont pas suffisamment respectés par rapport aux chefs de l'ouest et du septentrion. Merci beaucoup, messieurs. Je vais lire encore quelques messages. Ali Oleinstein dit qu'il faut cette convivialité. Même dans les entreprises, la Suisse est un exemple assez traditionnel. Dylan, vous nous dites que le Cameroun est un pays bilingue. Que fait un préfet dans un pays comme le nôtre? En tout cas, il parle de nos pays. Bon, Kendrick Choupi nous dit que Bombok, c'est faux. Les Blancs vous ont vaincu en installant leurs nègres qui vous ont substitué. Et vous êtes auxiliaire, normalement, c'est qui? Vous devrez en tout cas être au sommet de la hiérarchie. Les chefs doivent être au sommet de la hiérarchie. Ali Oleinstein revient en disant que Rodolphe Dola Mangabel ne serait-il pas un légendaire gardien à l'image sacrée? Je pleure, mon cœur saigne. Il ne faut pas également oublier que le 8 juillet 1914, Dola Mangabel a été justement décapité. De mai, bien sûr, samedi 8 août, autant pour moi, de l'an de grâce 2020, ce sera justement son anniversaire. On se souvient d'ailleurs de cela. C'est triste. C'est pas une propriété des doigts là. Non, non, c'est pas une propriété des doigts là. Dola Mangabel a dépassé ça. Quand vous voyez encore les sables de la commémoration aujourd'hui, c'est quand même terrible. Hein. Non, on a dépassé ça. Merci beaucoup. Il est venu au docteur Essoma Luison d'avoir été là ce matin. Merci également président Badakani d'avoir été là. Docteur Yam, je vous dis merci d'avoir été là également ce matin. Bombok Noulandier, merci également d'avoir été là ce matin pour tous ces éclaircies. Merci à vous. Et on espère seulement que vous allez passer un bon week-end. On espère également vous revoir dans les tout prochains jours si jamais nous avons un autre problème sur la tradition. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin. C'est la dernière de cette semaine. N'oubliez surtout pas, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Au plaisir de retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. Eh bien, restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.